Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Saskia Helmund pour nous parler autour de son livre La tentation du retour, édité chez Les Perséides. Bonjour Saskia. Bonjour Nathalie. Donc j'ai mal dit votre nom, j'ai pas aspiré le H cette fois. Moi j'imagine que vous êtes habituée ici. Oui. Oui. Donc hier on a parlé un petit peu de votre premier livre, puisque celui-ci est votre troisième livre. Votre deuxième livre, j'en profite aussi pour au moins citer les deux autres, qui s'appelle Pays perdu, pays choisi, journal d'une jeune Allemande de l'Est, donc a été publié en 2017. Au titre, à la lecture déjà des titres de vos livres, on sent que la RDA, l'ex-RDA, est toujours une source d'inspiration chez vous et toujours un petit peu au cœur de votre création artistique. Donc, disons jusque-là, je pense là avec le troisième, quelqu'un m'a d'ailleurs dit que c'était comme une trilogie, les trois livres, parce qu'effectivement, tous les trois ont de façon différente un lien avec l'Allemagne de l'Est, la RDA. Donc, le premier, c'est autobiographique, comment moi et d'autres Allemands de l'Est ont vécu la chute du mur et le temps, ce qui s'est passé après. Le deuxième que vous venez de citer, donc ça parle en fait de mon arrivée en Bretagne. Donc, les pays perdus, c'est la RDA. Et le pays choisi, c'est la Bretagne. Et des ressemblances que moi je vois entre les Allemands de l'Est et les Bretons. Oui, c'est vrai que dans votre livre, vous y faites référence et vous trouvez qu'on a des points communs. Voilà, oui. Donc, ce qui m'a frappé, donc j'habite en Bretagne depuis 2012, toujours en Pays de Morlaix, que donc aux Allemands de l'Est, on dit depuis 30 ans, donc ce que vous avez fait avant, ça vaut plus rien. Votre façon d'être, de vivre, de concevoir le monde, il faut oublier, il faut passer à autre chose. Et aux Bretons, on a dit il y a 100 ans à peu près, dans votre culture, votre langue, ça vaut plus rien, il faut jeter. Vous n'êtes plus que des arriérés, il faut parler que français, voilà, il faut s'adapter à un autre modèle de vivre. Et moi, je ressens chez beaucoup de gens, donc du coup, un même traumatisme de dévalorisation, en fait. Donc ici, donc pour moi, on est ADA, ex-ADA, c'est la première génération, on est encore tous concernés, touchés directement. En Bretagne, c'est la troisième génération, mais j'ai l'impression que ça laisse des traces profondes, ça laisse personne indifférent, et il y a un peu deux camps, donc ceux qui, dans des cours de soie, etc., qui essaient d'apprendre le breton, qui envoient leurs enfants chez Diwan, etc., qui veulent renouer avec cette culture qu'ils ont souvent perdue parce que les parents ou grands-parents n'ont plus transmis, et d'autres par contre qui rejettent complètement le breton, c'est arriéré justement, ça sert à plus rien, etc. Mais chacun a un point de vue. Vous venez du Finistère, donc voilà. C'est vrai qu'entre le Finistère et l'île-et-Vilaine, oui, il y a une différence. Oui. Ici on parlait pas breton, donc voilà. Mais le Finistère, c'est ça. C'est là. Donc quand vous parlez des points communs, il y en a peut-être encore plus avec les Bretons finistériens. Voilà. Que les Brétiliens ont, où l'identité s'est peut-être beaucoup plus vite diluée. Voilà, je pense aussi. Dans l'identité de la France, quoi. La France, voilà. Et à part, donc, vous, la seule chose qu'on a eu le droit de vous laisser, qu'on vous a laissé le droit de continuer de pratiquer, c'est la langue. Oui, bah ça, parce que voilà, ça au moins vous aviez ça en commun. On vous a pas demandé de. Non. Il y a quelques mots qu'on avait chez nous qu'ils ne connaissent pas de l'autre côté, et le contraire, des mots qui, chez nous, n'avaient pas de sens, n'avaient pas de raison d'être parce que ça n'existait pas. Voilà, donc il y a des petites... Et pourtant, ce sont des termes allemands. Oui, tout ça sont des termes allemands, mais dans deux systèmes différents, il y a des institutions ou des choses différentes qui ont été créées. Donc il y a des mots d'un côté et pas de l'autre, parce que la même chose n'existait pas de l'autre côté. D'accord. Donc c'est pas beaucoup, mais on peut, par certaines expressions, on peut reconnaître un Allemand de l'Est ou un Allemand de l'Ouest.
À ces expressions. À des expressions, à quelques mots qu'il utilise, ou aussi pour donner un exemple, parce que ça m'a concerné. Pendant mes études que j'ai fait à Leipzig, des études d'histoire, j'ai habité dans un foyer d'étudiants dans une rue qui s'appelait Lumumba, Patrice Lumumba, l'ancien président du Congo. À l'Est, tout le monde le connaissait, parce que c'était quelqu'un reconnu par la RDA. Je crois qu'il avait des relations à l'époque avec la RDA, etc. À l'Ouest, personne ne connaît Patrice Lumumba. Donc quand je donnais ma rue, mon adresse, j'avais soit réaction « Ah, ça existe encore ?» parce qu'on a changé beaucoup de noms de rues, en fait. On avait évidemment des flopées de rues de Karl Marx, de Lénine, etc. Et on a changé tout ça, ils ont d'autres noms, voilà. Et donc les gens étaient contents de retrouver encore un nom de rue, typiquement RDA. Donc là, je savais que c'était quelqu'un de l'Est. Si quelqu'un disait « Lubumba, c'est quoi ça ?» Là, je savais qu'il vient de l'autre côté. C'était clair et net, il fallait juste donner mon adresse à l'époque et je savais à qui j'avais affaire. D'accord. D'ailleurs, vous parlez, il y a des termes quand même que j'ai trouvé très forts et certainement que c'est parce qu'ils ont été ressentis de cette manière. Oui. Vous parlez même d'impression de colonisation quoi, par la RFA. Quoi. Oui. Oui. Mais justement, vu qu'on a détruit tout le système RDA et on a imposé un autre système, ça revient à une colonisation. Un colonisateur, il y a 100 ans, il n'a pas fait autrement. Il changeait les noms de rue. Entre autres, oui. Entre autres. mais beaucoup plus, beaucoup plus. Oui, non, mais là, c'est l'exemple que vous venez de donner. Oui, mais voilà. Justement, est-ce que vous pouvez vous parler à un moment donné du système éducatif ? En RDA, on va à l'école. En ex-RDA, on allait à l'école. Bien sûr. Et à la fois, vous aviez un système éducatif qui était celui que vous aviez. Ouais. Et à la fois, à l'Ouest, ils se considéraient, ou est-ce que c'est vous qui les considériez comme, avec mépris ou ironie, j'imagine, comme ceux qui savaient. Oui. Comme si, en ex-RDA, il n'y avait pas d'école. Les gens n'avaient rien appris, etc. Oui. Mais c'était vraiment ça, c'était un mépris. Les diplômes étaient souvent pas reconnus après la réunification. Les gens ont dû refaire des études ou une formation. Par exemple, mon frère, il a 11 ans plus que moi. Il est physicien, il a fait des études de physique et il a fini sa thèse en 89. Et donc, il a un diplôme RDA. En RDA, il sera maintenant prof à la fac, je pense. En RFA, il travaille quand même à la fac, mais en département de maths, pas en physique. Il donne des cours en, disons, équivalent DUG dans les premières années de licence. Et il est responsable de la maintenance du système informatique. Donc il n'est pas du tout employé pour la formation et les capacités qu'il a. Parce qu'il a la malchance d'avoir un diplôme de thèse RDA. Il aurait fini sa thèse 1 ou 2 ans plus tard, je pense, ça aurait été autrement. Ou alors faire une équivalence en RFA, mais la fois là, ça n'a pas de sens. Voilà, on ne fait pas deux thèses quand même. Oui, non, puis ça n'a pas de sens. Je veux dire, vous étiez quand même normalement réunifiés, donc les diplômes auraient pu avoir la même valeur. Normalement, ça aurait dû, mais ce n'est pas le cas. Ce n'était pas le cas à l'époque. Et donc, ça a été, et vous, c'est pour ça que vous êtes aussi allé, parce que vous avez fait des études, comme vous dites, à Leipzig. Oui. Mais ensuite, vous êtes allé aussi à Stuttgart, je pense. Là, j'ai travaillé. Là, c'était pour travailler. C'était pour travailler. C'était pas pour faire une équivalence. Non, non. Ça, c'était un poste. Mais effectivement, mon premier poste, je l'ai trouvé à l'Ouest, parce qu'à l'Est, il y avait beaucoup de chômage. Il y avait pratiquement plus de travail. Beaucoup de jeunes, surtout après la chute du mur. Après la chute du mur, voilà. Après la chute du mur. Donc, on a supprimé dans les quelques années après la chute du mur, entre 90 et 94, entre 2005 et 3 millions de postes à l'Est sur 16 millions d'habitants. Donc si vous faites l'équivalent pour la France, il faut multiplier par 4 à peu près. Ça fait une suppression entre 10 et 12 millions de postes en France dans quelques années. Donc imaginez-vous dans quel état se trouve le pays dans ce cas-là. Donc il y a des gens, et surtout les gens n'étaient pas préparés à tomber au chômage. Bien sûr. Parce que c'était pas dans leur culture. Non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc se sentir inutile, etc., c'était d'autant plus dur parce que ça n'existait pas avant, quoi. Personne n'était préparé à ça. Ce qui explique un petit peu l'hémorragie
des personnes diplômées après la chute du mur qui sont parties à l'ouest. Voilà, donc surtout des jeunes, des bien diplômés et plutôt des femmes. Donc moi, je suis un exemple. Les femmes sont plus mobiles et c'est d'aller jusqu'à aujourd'hui, il y a des études démographiques. À l'Est, on manque de femmes. Il y a un surplus d'hommes, alors que je crois normalement il y a toujours un peu plus de femmes, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a un déséquilibre anormal, anormal. Dans certaines tranches d'âge, évidemment pas tous mais certaines tranches d'âge, parce qu'il y a tellement de femmes qui sont parties à l'ouest ou dans d'autres pays pour trouver du travail, tout simplement. Donc ça a été jusqu'à changer la structure de la population. Oui. Aujourd'hui, l'ex-RDA est une région qui est plus vieillissante finalement que beaucoup plus qu'elle était. Peut-être qu'avant elle était plus jeune, quoi. La pyramide des âges a dû. C'était, je pense, normal, et maintenant c'est anormal qu'effectivement avec un excès pour les plus âgés. Et en plus, donc l'année dernière, ils ont fait une étude démographique qui dit que la population en Allemagne de l'Est n'a pas changé depuis 100 ans. C'est le même nombre d'habitants comme il y a un siècle. Comme il y a 100 ans. Donc ça veut dire qu'entre-temps, elle a grandi. Elle a grandi et elle après, il y a diminué. Eu cette hémorragie. Voilà. Et donc, on a comparé avec l'Allemagne de l'Ouest. Là, la population a triplé dans un siècle. Pour la France, je n'ai pas cherché, mais je suppose que ça a aussi augmenté de façon considérable, la population. Mais à l'Est, donc justement avec tous ces départs, on a actuellement la même population qu'il y a un siècle. D'accord, donc effectivement, ça crée... vous parliez de traumatisme, en plus... Alors, si on regarde d'un point de vue historique, l'ex-RDA, puisque pour bien différencier votre pays voilà, l'ex-RDA, elle a quand même vécu 2 traumatismes en peu de temps, en fait. En quelques années. En 1933, on a le droit à un système, les nazis arrivent, aussi, dictature. Alors, le nazisme, ensuite, après la guerre, c'est le communisme. D'autres dictatures, différentes, mais quand même aussi une dictature, oui. Donc, les Allemands de l'Est, finalement, en quelques années, ont subi 2 traumatismes, quoi. Et aujourd'hui ? Et il y a un troisième avec la réunification. Comment la réunification a été faite, en fait. Trop vite, trop brutal. Donc, entre 1933 et 1989, ce qui est quand même 60 ans à peu près. Voilà, c'est une vie. En une vie, voilà, pour des personnes, c'est 3 chocs. 3 chocs. Oui. Donc, j'imagine que pour l'ex-RDA, il va falloir attendre la génération qui soit née après 89 pour finalement... Oui. Et encore là aussi, les parents transmettent évidemment leur vécu d'avant. Donc même les jeunes qui n'ont pas connu le mur, ils se sentent différents et en plus ils se font aussi, juste parce que leur origine est à l'Est, même s'ils ne sont pas nés en RDA, ils se font aussi rejeter à l'Ouest avec des clichés, des préjugés, etc. Tu viens de l'Est, tu vaux moins bien. C'est un peu, on est allemand de seconde zone, de 2e classe dans l'Allemagne. Donc ça reste même valable pour les gens qui n'ont jamais connu la RDA. D'accord. Donc ça, c'est le poids de l'inconscient collectif qui se transmet de génération en génération. Oui. Quoi. Et en Allemagne, il y a ce qu'il faut. En traumatisme, dans l'inconscient collectif allemand, j'imagine que vous avez ce qu'il faut et que ça ne doit pas toujours être facile, même si on n'est pas responsable. Non. Bien évidemment, que ce n'est pas toujours facile à porter, quoi. Non. C'est vrai que vous avez, dans votre livre, c'est vraiment une mine de renseignements sur la RDA, parce que, vu de l'Ouest, on n'imagine pas, bien évidemment, autant de différences entre la RFA et la RDA. C'est vrai que vu d'ici, c'est quand même c'est des Allemands avant tout. Oui, ça oui. Alors que, comme vous disiez hier, on reste un Allemand de l'Est avant d'être un Allemand. Et dans votre livre, vous le montrez très bien, parce que c'est vrai que vous parlez de, bien sûr, l'aspect politique, mais aussi le quotidien, dans la mode, dans la cuisine. Enfin, vous abordez vraiment tous les sujets pour bien montrer que il y a une différence. qu'il y a une différence et que
Et que, ma foi, il n'y a pas lieu de la rayer de la carte, quoi. Ben non. Donc, je rappelle le titre de votre livre, donc La tentation du retour. D'ailleurs, demain, vous m'expliquerez pourquoi La tentation du retour, édité chez Les Perséides. On laisse la place à un petit peu de lecture et je vous retrouve demain, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à explorer. À demain. À demain. Saskia Hellmuth, La tentation du retour. Comment va-t-elle s'y prendre ? Sigrun n'en a pas la moindre idée. Elle improvisera, comme d'habitude. Les différences, elle sait qu'elles sont toujours là. Ceux qui pensent que plus de 25 ans après la réunification de l'Allemagne, on ne peut distinguer les Allemands de l'Est et ceux de l'Ouest, se trompent. Les différences sont encore bien visibles. Même un détail vestimentaire peut être révélateur. En RDA, il fallait acheter quand le magasin était approvisionné. Que le haut ait les mêmes couleurs que le bas importait peu. On en voit encore les traces aujourd'hui. Cela dénote une certaine simplicité. On n'est pas dans le paraître. On s'habille, c'est tout. Elle est contente de retrouver ce qu'elle a toujours connu, chose positive ou pas. On retrouve de tout, pourvu qu'on retrouve. Simplicité, franchise, le tout quelquefois bien mélangé avec une prise de méfiance envers ce qui est différent. Mais est-ce que ce sera suffisant pour construire une nouvelle existence ? Pour refaire sa vie ? Et comment s'y prend-on ? Que doit-on faire ? Quoi tenter ? Elle ne sait pas. Elle laissera faire la vie. À midi et demi, Sigrun sort son pique-nique de son sac à dos et descend au jardin. Madame Schmidt et Martin rentrent chez eux pour déjeuner. Elle est la seule à monter la garde. Elle aime être dehors, à l'extérieur, qui plus est dans un cadre somptueux. Le jardin arboré a été conçu avec soin. Tout au fond se trouve un labyrinthe en miniature. La Villa Belle Époque conserve sur sa façade des éléments art nouveau. Têtes égyptiennes stylisées, fleurs d'aquilée, arcs dorés. Assise sur un banc avec vue sur la vallée de l'Unstrut, Sigrun ouvre ses petits pots de pâte à tartiner végétarien dont elle raffole. Plus le mélange de légumes, épices et condiments est fantaisiste, plus elle adore. Tomates, ail des ours fenouil, concombre potimarron, courgettes lentilles, pommes, tout est imaginable. Pour la suite du repas, elle a gardé son habitude française, le fromage. Aujourd'hui, elle se délecte d'un fromage fait de petits laits. L'extérieur est lisse et diaphane, le cœur a une texture farineuse. Saupoudré de cumin, c'est un régal si on aime les fromages parfumés. Comme dessert, Sigrun a amené un pot de Rotgrütz qu'on ne trouve qu'en Allemagne de l'Est. À l'ouest du pays, la même appellation correspond à une compote de fruits rouges gélatinés. Elle est contente de retrouver les goûts de son enfance. Sigrun fait ses courses dans la supérette la plus proche de son quartier. Depuis plus de 2 décennies, celle-ci est affiliée à une marque de supermarché ouest-allemand, mais on y trouve toujours une ambiance de Konsum, appellation unique des petites surfaces en RDA. Les caissières connaissent leurs clients, majoritairement des retraités. Ils habitent un quartier de barres d'immeubles construites dans les années 70 où ils ont aménagé jeunes couples avec des enfants. Ils y ont trouvé des appartements fonctionnels et ensoleillés avec le balcon. Entre les immeubles, il y a des espaces verts. Les enfants ont pu jouer dehors. La progéniture partie, la supérette est devenue un lieu de rencontre du 3e âge. Sigrun y fait tâche, mais elle aime l'ambiance familiale. Surtout, Renate, une caissière aux cheveux teints rouge bordeaux, apostrophe ses clients en commentant leurs achats. « Bien, aujourd'hui vous vous faites un steak ? C'est une bonne idée. Je vois, vous allez avoir de la visite. Heidrun vient avec les enfants.
Ah, j'aime beaucoup ce thé. J'en ai racheté hier, il est très bon, vous allez vous régaler. Comment se porte Herman? C'est pour lui le jambon? Encore une bouteille! Faites attention avec vos médicaments. Bien sûr, Renate a des questions et des remarques en retour. Sa nouvelle coiffure, l'avancement des études de ses enfants, la destination de vacances, l'augmentation de salaire demandée. Sigoune est ravie de faire dorénavant partie de ce petit monde. Depuis son retour au pays, elle retrouve ambiance, objets, goût. Mais elle constate aussi les changements. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.